Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Très très content de vous retrouver dans les studios de La Poche Bleue. Je vais vous présenter mon invité dans quelques instants, mais je veux d'abord remercier Éducalcool qui est partenaire de l'émission cette année. Éducalcool qui est une OSBL depuis plus de 35 ans et qui cette année dans leur campagne ont décidé d'amener ça ailleurs et encouragent les gens à se questionner par rapport à leur rapport avec leur consommation d'alcool. Et se poser des questions, c'est toujours une bonne idée. Je reçois aujourd'hui Winston McQuaid, puis j'ai beaucoup d'admiration pour vous, Monsieur McQuaid. Merci premièrement de vous être déplacé dans nos studios. Compte tenu de qui tu es, ta personnalité, je peux pas refuser. C'est bien gentil. Tu me donnes le goût d'aller fouiller dans des affaires qui me rapprochent un peu de ton univers à toi, qui a d'abord été un univers de sport. Ouais. Et j'ai pas souvent l'occasion de parler de sport parce que je suis plus dans le milieu culturel que d'autres choses depuis plusieurs années maintenant. Alors j'ai l'impression qu'on va s'amuser ce matin. Je suis bien d'accord. Puis je vais apprendre des affaires, puis tu vas en apprendre aussi. Moi, bon. je veux comprendre de un. Je disais, j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que vous avez baigné dans le monde des communications depuis des dizaines d'années. Vous avez, tu sais, on parle de culture, on parle de sport, une polyvalence qui est vraiment impressionnante, des connaissances générales que je n'ai pas. Puis je suis curieux de savoir à quel moment vous avez eu, tu sais, il y a eu un appel d'aller dans les communications. Est-ce que avez-vous toujours eu cette aisance-là, cette curiosité-là pour toutes ces sphères-là? Bonne question. Question à laquelle je cherche à répondre souvent. Mais c'est un peu le hasard qui a fait que je suis embarqué en communication pour la bonne et simple raison que je sortais d'une école des beaux-arts. J'ai fait mon école des beaux-arts à Québec dans les années 60. Et puis, il est arrivé un incident, puis à un moment donné, financièrement, c'était difficile. On sait que pour les artistes, en général, ouais. c'est pas facile, surtout en art visuel, ou en musique aussi, mais enfin, pour les artistes, c'est jamais très facile. Et un de mes amis, était directeur des programmes dans une station à Québec. Moi, je suis un gars de Québec. Ouais. Alors, c'est KCV. Alors, il dit, écoute, il y a un créneau qui vient de s'ouvrir entre 10h et minuit le soir, puis on se connaît, ça fait longtemps, t'as une pas pire voix, tu t'intéresses à toutes sortes d'affaires, c'était à l'époque des chansonniers, on se rencontrait souvent là. Il dit, écoute, je te l'offre. Si t'as envie de faire quelque chose avec ça, alors j'ai trouvé un titre d'émission, puis j'avais des chums qui étaient effectivement des amis qui étaient des chansonniers, Claude Gauthier, Pierre Letourneau, Claude Léveillé, c'était tous des gens que je côtoyais déjà par amitié. Alors je les invitais à venir faire un tour. Winston reçoit. Une espèce de, ouais, un peu comme Pénélope reçoit. Oui, c'est ça. Et puis donc il y avait une boîte à chansons en haut de la porte Saint-Jean, juste de l'autre côté des portes Saint-Jean sur la rue Saint-Jean, oui. c'est le cas de le dire. Et puis alors je les invitais à venir faire un tour. J'ai dit, écoute, tu peux. On va faire tourner ta musique, on va faire tourner de la musique d'autres chansonniers aussi, tes coups de cœur à toi. Et puis, on va lire quelques-uns de tes textes. Au lieu que tu les chantes, on va les lire et essayer de les décortiquer un peu pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui. Tu sais, quand Gilles Vigneault vient en studio, puis qu'à un moment donné, il se met à parler de la façon qu'il compose, de la façon, tu sais, comment ça sort, sa poésie, où il va la chercher et tout ça. Alors, c'est devenu une émission qui était intéressante, mais qui n'a pas duré très longtemps parce que j'ai commencé à recevoir des offres d'un peu partout. Tu sais, ça vous a mis sa map. C'est ça, parce que dans ces années-là, tout était ouvert. Ouais. Il n'y avait pas d'école en communication, il n'y avait pas d'université qui donnait des cours en animation, tu sais, bon. Fait que le recrutement venait de, aussitôt qu'on entend quelqu'un qui nous plaît sur les ondes, on va le chercher. Alors, à ce moment-là, Sherbrooke m'a fait une offre qui était difficilement refusable parce qu'en même temps, c'était une école. On m'offrait de faire de la radio à tous les jours, de façon quotidienne, de la télévision de façon quotidienne, et il y avait une station à Sherbrooke, il y a toujours une station à Sherbrooke anglophone. Alors, je pouvais faire les trois. Wow. Alors, j'ai appris sur une couple d'années le métier en le faisant. C'est un peu à la façon que, en Europe, là, je connais ça. Tu connais ça. C'est ça, j'ai pas fait les écoles non plus. Et tout à coup, ça fait boule de neige. Tu sais, je veux dire, j'ai pris ça, puis ça
là, on commençait un peu à savoir qui c'était cet animateur-là, puis il faisait des choses qui étaient plutôt originales, puis il touchait des propos, puis Ouais. il connaissait des gens du milieu avec qui il avait des conversations, comme tu fais ce matin, autour de qui est cette personne-là, pourquoi elle fait ça, puis qu'est-ce qui l'a amené là, etc., etc. Mais principalement autour de la musique et des arts et de la culture. Oui, exactement. Puis je sortais d'un milieu de la culture, tu sais, Oui. l'école des beaux-arts, c'est les arts visuels, donc j'avais aussi plein d'amis, qui le sont encore dans certains cas, ils ne sont pas déjà disparus, là. Mais il demeure que j'ai appris mon métier sur le tas. On peut dire que je suis un autodidacte de cette façon-là. Mais vous en êtes venu jusqu'à commenter des compétitions sportives, les Jeux olympiques, la Ligue canadienne de football aussi pendant un bout de temps. Comment? Il y avait un intérêt au départ parce que, j'ai fait du ski, j'ai été prof de ski, j'ai été dans ski secours, une activité en ski qui était quand même très importante. Et puis, quand j'étais au high school, avant d'accéder à l'école des beaux-arts, je jouais au football pour Sainte-Pat's. J'ai joué 4 ans pour eux autres. Sainte-Pat, c'est dans le coin de Québec, ça? Saint Patrick's High School, OK. Sainte-Pat's. Et j'ai joué, 3 ans et demi avec l'école. On n'a jamais perdu une game. Wow. Et je jouais 2 positions. Snap, OK. c'est-à-dire, centre le offensif. centre. Et j'étais aussi secondaire intérieur. Ah, tabarouette. Alors, je restais sur le terrain tout le temps. Les ennemis cognés, ça veut dire, là, ces positions-là sont dans l'action. Effectivement. et puis, mon rêve, c'était de devenir un joueur de football professionnel. C'est vrai? Wow. Alors, j'ai caressé ce rêve-là, puis à un moment donné, on s'est joint à une ligue semi-professionnelle à Montréal. Ça s'appelait, l'équipe, c'était les Tigres de Québec. Mais voyons donc. On jouait contre Vous aviez quel âge à ce Saint-Michel. moment-là? J'avais 19, 20 ans, là. Wow. Ouais, c'est ça. Et puis, dans les mêmes 2 positions. Jusqu'au jour où le centre défensif, un certain Herb Trowick, a un peu mis fin à mes aspirations. Ouais, c'est vrai. Parce que lui, il faisait comme, il n'était pas très grand, mais il était aussi large qu'il était grand. Ouais. Donc, quand il te rentrait dedans, puis lui, il avait joué au football professionnel, OK. c'était une ligue composée de joueurs qui, avaient joué professionnellement ou semi-professionnellement. Donc, ça jouait fort. Hein? Alors, j'ai subi une couple de commotions cérébrales, là. Alors, j'ai été obligé de repenser mes affaires. J'ai voulu faire le camp des Alouettes une année, puis je faisais pas le poids. Mais j'aurais vraiment beaucoup aimé ça. C'est pour ça que j'ai pu suivre ta carrière avec intérêt. Et quand je couvrais le football à Radio-Canada avec Pierre Dufault puis Pierre Desjardins, il y avait là vraiment une passion qui était sous les braises, si on veut. Oui, je comprends. Mais c'est toujours un sport que j'ai vraiment... C'est drôle que vous parliez de Sainte-Pat parce que le football, au départ, en tout cas au Québec, c'était un sport d'anglais. Puis je me souviens, moi, quand j'ai commencé à jouer au Collège Jean-Eudes en 1995, il y avait le Collège Jean-Eudes, il y avait le Collège Notre-Dame, mais nous autres, on jouait contre les Loyola, les Selwyn House. C'était principalement un sport qui était dominé par les anglophones. Puis là, je pense qu'évidemment, ça s'est équilibré au fil des ans. Mais historiquement, c'était plus les anglos que les francos qui jouaient au foot. Fait que ça donne que vous êtes allé à l'école en anglais. Fait que... Mais à Québec, il y avait aussi une ligue, la ligue des high schools, là, si on veut. Et puis, il y avait le séminaire qui était là-dedans. Il y avait Saint-Jean-Eudes et il y avait les Jésuites. On était quelques équipes seulement, mais et Québec High, parce qu'il y avait deux high schools anglophones à Québec. Celui qui était confessionnel et l'autre qui ne l'était pas. Comprends-tu? Nous, à Sainte-Pat, c'était des catholiques, là, si on veut. Et les frères nous interdisaient d'aller danser au YMCA le vendredi soir parce que le YMCA, c'était une organisation protestante, comprends-tu? Mais on n'écoutait pas ça. Je veux dire, on y allait pour notre sport. C'est cette espèce de rivalité évidemment religieuse là, mais il y avait la rivalité anglo-franco aussi de l'époque. Nous autres, je me souviens à Jean-Eudes, on avait je pense que c'était Rosemont High School qui était pas loin, puis un peu même principe, je pense qu'ils essaient de coordonner les heures de dîner à des moments différents pour pas que ça se croise, parce que les jeunes ados testostérone et égos mal placés. Mais ceci dit, vous avez une feuille de route qui est impressionnante. Au-delà oui, la longévité, assurément, mais
cette polyvalence-là, Ouais. comment on fait pour jongler avec ça? Tu sais, il y a des tonnes d'opportunités qui vous sont présentées. Bon, mettons qu'on revient à celle de Sherbrooke, logiquement, elle est très stratégique. Elle vous permet de faire vos classes, elle vous permet d'apprendre, elle vous permet de vous épanouir. Ensuite de ça, il arrive quoi? Il arrive que ça devient sérieux. OK? Là, j'ai commencé à travailler à CHRC à Québec à un moment donné. Et là, on m'a confié la direction des programmes. Et là, ça devenait plus sérieux parce que oui, je pouvais garder le micro en même temps, mais en même temps, il fallait que je fasse l'administration du personnel et coacher les... Bon, puis j'étais jeune, tu sais, quand même. Et ça a été une étape importante. Et là, tout à coup, Radio-Canada fait un affichage, parce qu'évidemment, Québec, c'est une petite ville. Ouais. Tout le monde qui travaille dans le milieu des communications se connaît. Et connaissant mon background, si on veut, de sportif, quelqu'un qui bougeait beaucoup, on m'a dit, écoute, il y a un poste qui ouvre à Toronto. Radio-Canada ouvre une télévision francophone à Toronto, CBLFT. Et ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper, pour mettre sur pied le service des sports. On est en 1973, OK, 72 et demi à peu près. Alors, je trouve la proposition intéressante et effectivement, je déménage mes pénates de Québec à Toronto avec la famille, parce que la famille avait déjà commencé à ce moment-là. Je mets sur pied le service des sports qui couvrait tout ce qui était ontarien. C'est-à-dire qu'au lieu de couvrir les Alouettes de Montréal, Oui. je couvrais les Argonauts de Toronto et je couvrais les Maple Leafs au lieu du Canadien de Montréal. C'est-à-dire que c'était complémentaire parce que ça, c'était pour le public franco-ontarien, si on veut, oui. et aussi un grand pourcentage des gens qui sont à Toronto sont des gens qui sont de Montréal ou d'ailleurs, mais qui vont à Toronto pour un bout, pour monter dans l'échelle de leur travail. Alors, c'était une occasion en or de partager. Alors, il fallait organiser ça. Alors, puis on couvrait local, on couvrait Toronto surtout, mais on couvrait aussi toute la francophonie, c'est-à-dire qu'on passait des tournois de quilles du village de la petite ville bon, et on couvrait les régates. Le spectre était large. Il y avait beaucoup de choses à couvrir, mais en même temps, les fins de semaine, et en couvrant aussi, évidemment, le football et le hockey, bon. Et je partageais avec CBC local les films. C'est-à-dire que moi, j'avais un caméraman et eux avaient un caméraman et on se partageait le footage. Ouais, on se partageait les différentes affectations. Donc, on avait des très bons reportages pour les... J'ai jamais su combien il y avait de téléspectateurs qui regardaient vraiment des francophones, mais en tout cas, Radio-Canada, quelques années plus tard, a décidé de fermer la station quand ils ont fait des grandes coupures à Radio-Canada, un moment donné, il y a quelques années. Alors, ça a été l'occasion pour moi de voir passer une offre pour aller travailler à Montréal parce que les Olympiques s'en venaient. Okay. Donc, en 1975, ils ont fait un affichage national et tout le monde pouvait comme s'essayer, si on veut, pour ces postes-là. Il y avait 3 postes qui étaient ouverts. Et ceux qui ont été choisis, compte tenu de mon expérience à Toronto, ça me mettait un petit peu... en avant de la parade. Exactement. Et puis, il y en a... il y a 3 d'entre nous qui ont été choisis. C'est Serge Arsenault, qu'on connaît bien. Serge, qui a fait plusieurs années à Radio-Canada. C'est lui qui a parti aussi le Marathon de Montréal, si on se souvient bien. C'est son frère et son fils qui maintenant s'en occupe, Sébastien. Et Claude Kenville, qui était au service des variétés de Radio-Canada, mais qui est passé au service des sports, et moi qui ai quitté Toronto pour venir m'installer à Montréal. Le Dream Team. Le Dream Team, et en 1975, c'était génial parce qu'on couvrait... Moi, j'avais ma discipline, j'ai hérité de la boxe, OK? Oui. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais, tu sais, je veux dire, il y avait un tel... Jean-Maurice Bailly faisait la natation, Pierre Dupont faisait autre chose, Garneau faisait piste de pelouse, puis moi, c'était la boxe. Alors, on a fait les championnats du monde, le championnat du monde, puis différentes compétitions internationales aussi, pour roder l'équipe qui, en 1976, serait responsable de cette discipline-là
pour la diffusion internationale pour les Olympiques. Ce qui m'impressionne dans votre parcours, puis vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, mais c'est que vous avez appris en le faisant. Voilà. Tu sais, puis c'est peut-être un des avantages de l'époque, justement, vu qu'il n'y avait pas les écoles, puis les formations, puis les coachs qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça, c'est une grande valeur d'être capable de faire ses erreurs sur le terrain. Tu sais, c'est comme ça qu'on apprend le plus. Mais en même temps, il y a des risques aussi de ce côté-là. Puis plusieurs risques. Je vais vous parler aussi, tu sais, je sais que les gens qui étaient en radio dans le coin de Québec, à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais étaient des rockstars. Ouais. On parlait de la rue Saint-Jean tantôt. Il y a des tentations. Il y a tu sais, vous étiez plus jeune. Y a-t-il des moments où vous vous êtes dit, OK, là, faut que je sois prudent dans cette situation-là? Ben, c'est-à-dire que, oui puis non. Rappelons-nous qu'à cette époque-là, on était dans les années 70. Moi, j'étais un peu hippie à l'époque. OK? On vivait, d'ailleurs, Pénélope est venue au monde dans une commune. C'est vrai? On habitait dans une commune je savais pas ça. L'Île-d'Orléans, Saint-Pierre. Et puis, tu sais, c'était comme... Mais parlez-moi de cette vie-là de commune. Ah, ben, ça a été... Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? C'était le côté hippie, je comprends, mais... C'est parce qu'on avait un théâtre là-bas. Il y a un théâtre qui, à l'époque, s'appelait le Galon d'Or, qu'on a mis sur pied avec des amis. On a mis ça sur pied. Et on présentait l'été, à ce théâtre-là, des pièces d'auteurs québécois de la ville de Québec, avec des acteurs de la ville de Québec. Et on faisait nos étés comme ça. Et un soir dans la semaine, on faisait chansonnier. Donc, c'est un théâtre qui marchait assez bien. Mais c'est nous qui faisions marcher le théâtre. Tu sais, moi, j'ai fait de la régie de scène, j'ai fait des réservations, c'est-à-dire des réservations de billets. On faisait tout. Oui. Alors, on vivait dans cette commune et c'était super parce que c'était tous pour un pour tous. Ouais. On je veux dire, on le savait à cette époque-là aussi. Alors, ça a été au moins 2 ans, parce que le théâtre, c'était pas évident. Alors, éventuellement, il a été vendu, puis ça s'est appelé, et c'est Félix Leclerc qui l'a racheté, et c'est devenu le théâtre Félix Leclerc. Donc, on a passé dans ces années-là, quand tu parles de tentations, les tentations étaient comme à l'intérieur d'un même groupe, si on veut, et ça suivait une espèce de culture en même temps. C'était accepté. Ouais, il y a des choses qui étaient pas acceptées du grand public, si on veut, mais nous, ça nous convenait très, très bien. Mais oui. Et puis, c'était les cheveux longs, la queue de cheval, la moto, tu sais. Alors, c'était la liberté. C'était la liberté totale, tu sais. Alors, tu sais, Pénélope est née dans cet environnement-là. J'avais déjà 2 autres enfants dans une autre union. Et ça a été des années qui ont été, que j'oublierai jamais. Mais en même temps, on est passé à autre chose. Tu sais, je veux dire, la vie a évolué. Moi, j'ai continué à travailler dans le métier. Après Toronto, ça a été Montréal. Et une fois rendu à Montréal, on s'insère à l'intérieur d'une machine. Tu sais, et qui est très structurée, qui est exigeante. Sur tous les plans, comprends-tu, sur le plan du rendu, sur le plan de la recherche, sur le plan, comment on coupe les événements et tout ça. Alors, ma vie, jusqu'à ce moment-là, et encore jusqu'à maintenant, est une question d'apprentissage. Tu sais, moi, je suis un curieux, j'aime explorer, et je suis bien servi, je l'ai été, et je continue à l'être. Oui. Tu sais, alors... Bien, assurément, parce qu'on s'en parlait en dehors des ondes avant que l'émission commence, mais... vous avez maintenant une émission sur le web. Puis avant d'en parler, mais c'est parce que ça m'amène à cette capacité d'adaptation-là. Tu sais, entre les années 70 puis aujourd'hui, en 2023, le portrait médiatique, à tout le moins le volet technique aussi a changé, a évolué. Radicalement. On s'accroche des fois à, ben voyons, c'était bien le fun, mais t'as pas le choix, Mané, de suivre la vague aussi. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez été capable de vous adapter aussi bien pendant aussi longtemps? Je pense qu'il y a au départ une capacité d'adaptation. Je pense qu'il y a aussi la façon dont ma vie s'est déroulée. Tu sais, depuis que je suis adolescent, jeune adulte, tu sais, je passais par l'école, j'ai fait plein de sports et c'est toujours tout ça. Il faut savoir s'adapter. Tu sais, je veux dire, tu cours pas un marathon du jour au lendemain. Tu sais,
il faut que tu prépares ton affaire, puis si tu es sérieux le moindrement, ça va te prendre 1 an pour préparer ton premier marathon. T'sais. Alors, c'est une curiosité en même temps, c'est un désir de connaître, comprends-tu, ce qui est nouveau. Je me rappelle les premiers téléphones qui sont arrivés à Radio-Canada. Ça ressemblait à un soulier, c'était des immenses affaires qui pesaient. Puis là où on est rendu maintenant, on a passé tellement de générations, comprends-tu, que de fil en aiguille, tu t'adaptes, tu t'habitues et t'en tires le maximum. Ouais. Et ça aussi, ça fait partie de la joute, si on veut, en tirer le maximum, faire, je veux dire, pas juste avoir accès à quelque chose de nouveau sur le plan technique, mais comment t'en servir et comment améliorer, l'optimiser, et comment l'améliorer pour réaliser tes projets. Je veux dire, et c'est comme ça que l'idée du culturel 2.0 dont je parlais tout à l'heure est arrivée. Parce qu'à Radio-Canada, oui, effectivement, j'ai été au sport, mais dans le culturel, j'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai fait Winston Reçoit, j'ai fait l'heure de pointe. À la radio, et Télexar, évidemment. Ouais. Et c'est à partir de Télexar que j'ai eu cette idée pendant la pandémie. On a eu le temps de réfléchir. Donc, l'idée m'est venue parce qu'on était... En tout cas, j'étais sur le web beaucoup, enfin. Et je me rendais compte qu'il n'y avait pas d'informations sur le plan culturel comme on le faisait à l'époque. Alors, étant donné que tout a évolué et maintenant, on peut, à partir de chez nous, comme toi, tu peux le faire à partir du studio, mais tu as commencé chez toi avant de déménager dans un studio. Il y a cette capacité de s'adapter, de se servir de ce qu'il y a autour pour en faire quelque chose. À moindre coût. À l'époque, si on voulait filmer comme ça ou se rencontrer, c'était des coûts faramineux. Oui, à moindre coût. Puis moi, je le fais de façon... j'ai pas de salaire pour ça. Là. Je le fais par amour pour la culture. Par passion. Parce qu'il n'y en a pas, par passion pour la culture. Parce qu'il y en a pas beaucoup. À l'époque, il y a 3 ans, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Et maintenant, on couvre davantage parce que la réalité veut que dans les grands médias maintenant, tout le monde a ça. Radio-Canada a haut. On retrouve tout là-dessus, là, des balados, de la radio, de la télévision et tout. Ce qui à l'époque n'était pas possible. Maintenant, ça l'est et tant mieux. Tant mieux. Moi, je me dis que si on peut communiquer l'information, peu importe la façon de le faire, je veux dire, y aller, puis y aller habilement, y aller avec... Puis on peut vous écouter où, là, présentement? Ça s'appelle le Culturel 2.0. On peut aller sur une page Facebook, Winston McQuaid, le Culturel 2.0. On peut aller sur YouTube, Winston McQuaid 2.0. On peut aller sur Vimeo, on peut aller sur Instagram, on peut aller sur toutes les plateformes, LinkedIn, X. Puis ça, c'est à raison de quelques fois semaine. C'est-à-dire que je fais 2 ou 3 reportages de 15 à 20 minutes par jour. Par jour, et j'en fais à tous les jours. Sauf peut-être le samedi puis le dimanche, là, j'essaie de me garder un peu de temps, là. Mais ça vous demande beaucoup de préparation? Il faut trouver, il faut être au courant, il faut recevoir, comprends-tu, l'information des attachés de presse, savoir ce qui se passe autour, j'ai baigné pendant une 20aine d'années dans le milieu du théâtre à faire du reportage et des interviews et tout ça. Donc, t'établis avec le temps une espèce de grille de personnes qui sont des collaborateurs à qui tu peux t'adresser, tu as tes contacts, comme on dit. Alors, de ce côté-là, c'est assez facile. Je vois quelque chose, j'ai un coup de cœur. Alors, ce coup de cœur-là, je fais 2-3 appels téléphoniques, on convient d'1 heure d'enregistrement, j'envoie le lien, cette personne-là, à l'heure donnée, on est en communication, j'illustre avec des images, des JPEG. Et, vous faites le montage vous-même? Wow! Ouais. Mais c'est un faux direct. Idéalement, c'est un faux direct. Donc, ça dure 15 minutes, de 15 à 20 minutes. On l'enregistre. Puis, s'il y a un problème, on peut toujours l'arranger, soit au début, à la fin, ou faire un petit peu de montage. Mais c'est pas le montage qui prend le plus de temps. C'est la mise en ligne, c'est la recherche, c'est l'ensemble de l'activité que ça a. Et vous faites ça de façon bénévole? Je fais ça de façon bénévole, oui. Je le fais par passion, par amour. Je me considère comme étant un passeur de la culture. Je suis pas un journaliste, je suis un animateur, je suis tout ça en même temps. Il y a de ça,
je veux dire tout le temps. Alors, mais je me qualifie pas autrement qu'en étant un passeur de culture. Vous êtes très et je donne l'information. Ça va m'amener à j'ai à chaque émission la question Éducalcool. Je rappelle qu'Éducalcool a une super belle campagne cette année où on encourage les gens à se questionner sur le rapport avec l'alcool, puis que c'est à travers les questions qu'on peut améliorer les choses, évidemment. Et la question Éducalcool que j'ai pour vous, c'est vous êtes passionné. Ouais. Vous avez eu toutes sortes d'opportunités extraordinaires. Vous avez une famille, vous avez des enfants. Comment on fait pour ne pas tomber dans l'excès, tu sais, de devenir workaholic? Ouais. Bonne question. Je me rappelle, au début des années 80, il y avait cette émission-là, Telexar, qui commençait. J'ai lancé un magazine pour hommes qui s'appelait Au masculin. J'étais président de la Fédération québécoise de tennis. J'habitais à la campagne, j'habitais à Saint-Hilaire avec une famille. On avait besoin de deux voitures dans la maison, ça c'est clair. Et les fins de semaine, on passait ça au club, au Sanisport à Boucherville, parce tout le monde dans la famille, ma femme et moi, on faisait de la compétition de tennis, de club, la compétition de club évidemment. Et alors c'était beaucoup. Ouais. C'était beaucoup. T'sais, là, je me questionne des fois à savoir, ouais, j'ai peut-être j'aurais dû passer plus de temps à m'occuper de telle affaire plutôt qu'une autre, là. Mais, tu sais, Pas facile, c'est des périodes. Hein, quand tu as le désir, quand tu as la possibilité, la capacité, tu es en forme physiquement, tu sais, je m'entraînais beaucoup, je me suis entraîné pendant des années au gym, puis j'ai couru quelques marathons, donc en même temps, la forme était là. Puis à la campagne, c'était idéal pour courir, tu sais, à Saint-Hilaire, tu cours sur la montagne, c'est magnifique. ou tu fais du fartlek en montant, en descendant la montagne aussi. Donc, il y a toujours été, tu sais, puis maintenant que j'ai 80 ans, si je peux compter sur mes capacités, je peux compter sur mes capacités physiques parce que j'ai très longtemps fait du sport, tu sais, de façon intensive. Mais quand tu me poses la question à savoir, est-ce que ça peut être too much? Je pense pas. C'est une question de gestion. Faut savoir, et il faut avoir aussi des partenaires dans la vie qui sont compréhensifs, qui, tu sais, c'est un travail d'équipe, là, tu sais. Un travail d'équipe. Un travail d'équipe, c'est ça ce que je veux résume bien. dire. Ça résume bien la réponse à la question. Éduc-alcool. Avez-vous eu à travers ce, il y a toujours un volet santé mentale. Je suis très, très sensible à l'équilibre, puis que je n'ai toujours pas réussi à atteindre. Ouais. Mais à prendre soin de soi dans ce processus-là, tu sais, parler de l'horaire là, qui était, tu sais, rodé au quart de tour. Ouais. Comment vous faites, même aujourd'hui, tu sais, à 80 ans, pour prendre soin de votre santé mentale? On a parlé de la pandémie un petit peu plus tôt, ça a écorché beaucoup de monde, ça a insécurisé beaucoup de personnes, isolées. Vous faites quoi? C'est quoi vos trucs? Ben, avec le temps, j'ai réduit mon activité physique considérablement. Je marche beaucoup même. Et aussi, je fais du yoga. Je fais du yoga, je ne dirais pas de façon intensive. Je fais du yoga peut-être 2, 3 fois par semaine. Okay. Aussi, je fais de la méditation. Ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire que je trouve, je me donne des moments où je peux comme rééquilibrer le chaos qui se passe occasionnellement dans ma tête. Ouais. Ça me donne l'occasion aussi de réfléchir à certaines situations comme vieillir, comme la mort qui est inévitable. Je veux dire, par les temps qui courent, là, il y a des décès autour. Ouais. Là, et plus tu avances en âge, plus tu perds des chums. Comprends-tu? Donc, moi, ce que j'ai trouvé qui fait mon affaire, c'est pas l'alcool. C'est pas, tu sais, je vis pas dans les médicaments. Tu sais, je cherche pas des aventures qui me permettraient peut-être d'échapper à la réalité. Non, au contraire. J'essaie de me centrer sur moi-même tout en
Oui, en étant conscient de l'environnement, des gens qui m'entourent, des gens que j'aime, de mes amis et tout ça. Mais je me garde des moments pour moi, Oui. des moments de réflexion, des moments de méditation, où je fais descendre littéralement mon niveau cardiaque. Oui. J'en arrive Est-ce que ce à sont trouver des une exercices certaine de respiration? plénitude. Est-ce que c'est Ouais, des... oui, oui, tu as raison. C'est accompagné d'exercices de respiration. Moi, ça me convient. Avez-vous Ça un me- endroit chez vous où vous le faites? Vous êtes capable, tu sais, je connais des gens qui sont capables de méditer. Moi, j'ai bien de la difficulté là, ouais. à méditer, puis il faudrait que je m'y mette un peu plus, mais ils sont capables de stationner sur le bord de la route, prendre quelques instants pour se, tu sais, ou est-ce que vous avez un petit rituel, un endroit à la maison où... J'ai pas de rituel comme tel. J'ai des moments. À un moment donné, là, je sais que j'ai vous le un trou, sentez? là, comprends-tu? Ça peut être entre deux entrevues, ça peut Mhm. être, tu sais, bon. Puis à un moment donné, là, je laisse complètement aller. Complètement aller. Et ça me fait du bien, je le sens dans mon corps. Là, Ouais. parce que quand tu médites, à un moment donné, ton introspection, tu peux voyager dans ton corps en même temps. C'est curieux à dire. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça un peu weird. Mais moi, ça me permet de le faire. J'ai une espèce de parcours, hein, un parcours linéaire où je circule Ouais. à l'intérieur de ma personne, puis ça me calme énormément. Une conscience qu'on n'a pas à travers le chaos quotidien. Euh, on vous a fêté cet Ouais. été, il y a pas si longtemps. Parlez-moi un peu de comment ça s'est passé. Ah, écoute, d'abord, ma conjointe m'a conté des mensonges pendant 3 semaines, là. Et j'ai jamais allumé sur tu sais, qu'on préparait quelque chose, mais tu sais, 80 ans, ok, ma fête, la titre, là, tu sais. Mais elle a réuni près de 80 personnes pour une soirée surprise, pour une fête surprise, chez un ami qui est libraire et sa conjointe qui est une artiste en art visuel, qui a un atelier derrière, puis tout le monde m'attendait là. Alors je suis arrivé en pensant qu'on allait fêter le 6e anniversaire de mariage de ce couple-là. Hmm. C'est la fête qui a commencé. Là. Les gens se sont mis à me chanter. Bonne fête, bonne fête. Ça a duré toute la soirée. Ben, des amis qui sont des musiciens, des chanteurs, des chanteuses. Ma fille qui habite en Italie, qui est venue, elle devait arriver le 14, puis elle est arrivée plus tôt Ouais. pour me faire la surprise. Mais elle Wow. a terminé en sortant avec la gang, en chantant la version opératique de C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. J'étais comme, Ben oui, c'est c'était émouvant. un moment très, ouais. Puis il y a eu il y a eu toutes sortes comment dire, de gens qui sont des amis depuis toujours, qui ont fait des petits clips là, de 2, 3 minutes là, pour me souhaiter bonne fête. C'était un moment assez inoubliable. Il y a des moments comme ça qui vous permettent d'apprécier où vous en êtes, puis de regarder en arrière Ouais, aussi un petit peu. Fait que si on regarde dans votre rétroviseur, là, ouais. euh, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Je pense que c'est mes enfants. C'est-à-dire que j'en ai 6. On a toujours l'impression qu'il n'y a que Pénélope. Pénélope est la plus jeune. Et je pense que chacun des enfants a réussi sa vie à sa façon, Hmm. dans un contexte où ils ont eu la liberté de choisir ce qu'ils voulaient, choisir qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Et maintenant que le temps passe, tous ces enfants-là se parlent, on essaie de se réunir le plus souvent possible. C'est pas facile parce que j'ai un gars mon fils qui est au Costa Rica depuis 23 ans. Wow. J'ai une fille qui est en Italie, j'ai une autre fille qui est en France, j'ai une fille à Toronto, Pénélope à Montréal. Je veux Qui dire, est occupé à Montréal, ben oui. alors, rejoindre tout le monde en même temps, en présentiel, comme on dit, c'est plutôt difficile, mais maintenant, c'est plus facile avec les Zooms Mhm. et compagnie. Là, on peut se parler régulièrement, c'est très, très le fun, puis tout le monde s'adore. Alors, je pense que c'est la fierté de ma vie, Ouais. c'est ça. De D'avoir savoir que vos réussi, enfants sont que nos épanouis. enfants sont bien, qu'ils sont heureux dans leur vie. Ouais. Et, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de difficultés comme tout le monde. Tu sais, je veux dire, la vie a des hauts et des bas. Là. Mhm. Mais ils se tirent bien d'affaire, puis j'en suis très, très fier. Puis avez-vous y a-tu des regrets? Y a-tu des petites choses que vous auriez faites autrement? Y a-tu des... C'est curieux. Hein. À un moment donné, on m'avait, puis j'étais au service
de la culture. J'étais passé des sports à la culture. Et puis, on m'a fait une offre au service des nouvelles de Radio-Canada de prendre le dossier des sports. Parce qu'il y avait un remaniement à ce moment-là. Et moi, je sortais parce que, bon, enfin, il y a un problème à Radio-Canada de transfert de budget. Oui. Alors, ils ont pris le budget de Télésar et l'ont appliqué à la nouvelle mouture du show de 6 heures à la télé. Alors, moi, étant donné que je couvrais déjà le culturel, quand ils m'ont proposé de faire les soirs, j'ai dit non, moi, je veux faire le culturel. Oui. Et alors ça, je me suis toujours questionné là-dessus, à savoir si j'avais dit oui. C'était-tu un nom par ego un peu ou par frustration? Je pense que c'était un nom par ego. Par ego. Par ego. On a de toutes des petites décisions comme ça. J'en ai une aussi qui... là, je me souviens de 2008, je signe un contrat avec les Jets de New York. Puis je sors de 2 belles saisons avec les Alouettes, recrute de l'année en 2006, joueur canadien de l'année en 2007. Puis 2008, l'essai avec les Bills, je pars des Bills, les Jets. Puis mon essai avec les Jets, il m'offre un contrat sur le champ, sur place. Après, Mike Tannenbaum vient me voir, je suis tellement essoufflé, je le vois en double. Mais je signe le contrat, puis je déménage la semaine suivante à New York. Puis ça dure 8-9 mois, puis je vais revenir aux Alouettes. Puis Matt Proulx va avoir pris le poste pendant. Puis Matt, c'est un super joueur de foot. Brillant, athlétique, name it. Puis je reviens, puis je suis un peu en frustration de ne pas avoir le poste qui m'est offert sur un plateau d'argent. T'sais? Alors que j'ai jamais eu cette attitude-là, mais j'ai, pendant l'instant de moment, eu la grosse tête. Mon agent, j'ai réussi à craquer mon agent qui a appelé Jim Pop. Alors que moi, dans la vie, là, si j'ai un enjeu, si j'ai quelque chose qui me chicote, je vais l'adresser directement avec la personne. Et là, puis ça, évidemment, ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est dans les... Puis ça n'a pas été de graves conséquences non plus, mais des moments que je regarde en arrière, je me dis, mais pour qui je me prenais? C'est pas moi, ça. Mais en même temps, ça fait en sorte que vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui. Puis il y a des apprentissages là-dedans aussi. Bien sûr. Il y a... c'est vraiment... C'est inspirant. Vous avez parlé il y a quelques minutes de certains amis qui quittent. Tu sais, 80 ans. Moi, je me souviens d'avoir eu mon grand-père est plus avec nous aujourd'hui, mais d'avoir eu des conversations sur la mort, j'étais curieux de l'entendre là-dessus, sur sa vision. On peut faire l'autruche, mais on sait que c'est inévitable. Les plus chanceux vont la rencontrer plus tard. Il y en a que, tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est quoi votre approche, votre vision face à ça? Moi, je t'avoue que par rapport à la mort, il n'y a pas de peur comme telle. J'ai pas peur de la mort. J'ai plus la difficulté à voir comment les autres vont être par rapport à moi, vivant, quand je serai plus là. Est-ce que je vais être un souvenir qui va s'effacer tranquillement? Ou est-ce que la vie va continuer, puis ils sont aux prises avec leur propre regard sur la mort, sur la vie et tout et tout. Moi, je vois ça comme un passage. Mais un passage vers quoi? J'en ai aucune idée. Ouais. Tu sais, je suis pas pratiquant. Je pense que j'aurais été chanceux toute ma vie d'avoir vécu ce que j'ai pu vivre. Je laisse des enfants dont je suis extrêmement fier. J'ai connu quelques femmes dans ma vie qui ont été également extraordinaires. Mais j'ai pas de regrets. Ouais. J'ai pas de regrets. J'ai pas de peur. Je souhaite tout simplement que ça se passe pas dans la douleur. Et je comprends si la douleur s'impose à un moment donné que je prendrai de la décision qu'il faut pour mettre un terme à ça avant que ça devienne intolérable et que la qualité de vie n'existe plus. Ouais. Tu sais, puis il y a toutes sortes de façons quand on prend... J'ai beau être en forme là, mais dans 5 ans, est-ce que ça va être le cas? Est-ce que j'aurais eu un malaise quelconque, un problème cardiaque ou je sais pas trop, tu sais, j'ai déjà passé à travers 3 cancers. Alors, tu as écrit un livre là-dessus d'ailleurs. J'ai eu une récidive, il y a eu le cancer l'an dernier de la vessie. Tu sais, bon, alors tous ces trucs-là se plantent dans ta vie
contre ton gré. Mhm. À un moment donné, faut se trouver. Faut se trouver une façon de régler ça, de gérer ça. Et moi, la façon que j'ai trouvée, puis je reviens là-dessus, c'est la méditation. Ouais. Quand j'ai un problème qui me bouscule sur le plan mental, j'hésite pas une seconde, je file, je médite, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer une demi-heure, Ouais. et ça peut durer plus longtemps s'il faut. T'sais. J'en ressors, et j'en ressors allégé. Plus groundé, plus... À la fois groundé, mais en même temps allégé Ouais. de cette... Est-ce que ça vient chercher le volet lâcher prise? Tu sais, vous Absolument. parlez de vos cancers. Il y a... puis c'est quelque chose que je me répète souvent aussi, c'est bon, quand une situation me stresse, que je ressens de l'anxiété, c'est bon, qu'est-ce que je contrôle? Tu sais, ça, je contrôle pas ça. Lâche prise. Mais t'as beau te le dire, entre le dire et l'appliquer, Ouais. il y a un monde de différence. Mais moi, ça me permet évidemment d'essayer de mettre mon énergie à l'endroit où j'ai de la pogne. Ouais. Tu sais. Parce que le reste, je vais passer ma journée à espérer, à craindre, alors que je pourrais être ici dans l'action. Tu sais. Exact. Moi, j'ai besoin d'être dans l'action. Mais il faut que cette action-là mène à quelque chose. Je veux pas, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, là. C'est pas juste bouger pour bouger. C'est pas juste être en mouvement, c'est avancer. Mais tu sais, le lâcher prise est difficile à pratiquer, mais vous avez été testé avec les cancers. Là, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Ça va bien. Puis là, bientôt, c'est novembre qui s'en vient. Là. C'est le septembre étant le mois de la prostate. Ouais. Et novembre était... Êtes-vous encore impliqué Oui, avec dans la cause? Procure. Oui. Oui. Et on fait le novembre, qui est un événement de levée de fonds à chaque année. Les papillons. Oui, les nœuds papillons et tout et tout. Et là, ça commence à bouger. Là, mais je m'occupe de ça. Et je dois dire aussi que j'ai fait pas mal comment dire, de bénévolat. Tu sais, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pour différentes associations au travers des années. Tu sais, et je trouve que c'est important dans ce sens-là. Et si je rappelle ça, c'est que de là l'importance de redonner ce qu'on a reçu. Oui. Moi, j'ai été gâté par la vie. Là. J'ai été gâté dans le milieu des communications, sur le plan familial. J'ai été vraiment gâté. Et des fois, je sens le besoin de redonner ça, d'être une espèce de passeur de quelque chose. Ouais. Comme le passeur de la culture. Ouais, ouais, en fait. Qu'est-ce que vous faites pour... tu sais, vous avez été sportif toute votre vie. Vous avez l'air en grande forme. Bon, un peu de yoga, un peu d'activité physique. Est-ce que vous faites la façon de s'alimenter? Y a-tu des routines ou des... C'est-à-dire que je prends un verre de vin par jour. Okay. Depuis très longtemps. Ça, c'est... Je veux dire, ça, c'est comme dans le béton. Là, ouais. Je fais attention. C'est-à-dire que je fais pas attention dans le genre maladif, là, mais j'essaie d'équilibrer mon alimentation pour pas avoir des problèmes de foie, pas avoir des problèmes d'estomac. Et ça semble marcher jusqu'à maintenant. J'ai pas de règles fixes. Mais dans ma tête, je fais juste attention. Je pèse le pour, le contre, ce que je devrais. Est-ce qu'il y a trop de sucre? Est-ce qu'il y a trop, de sel? Est-ce qu'il y a, tu sais, bon. J'essaie de faire attention. Ouais. J'essaie de limiter certaines choses comme le café, moi j'aime beaucoup le café. Ouais. Et j'essaie de limiter ça aussi. Tu sais, alors, c'est des petites affaires, des petites attentions qui font en sorte que, oui, j'ai un régime de vie, mais en même temps, c'est pas un régime drastique. C'est pas un régime, restrictif non, trop. Là. Puis moi, les trucs, les cures de ci, puis les cures de ça, je n'en ai que foutre de ça. Je trouve que c'est de la mise en marché là, la plupart du temps. Alors, j'embarque pas là-dedans. C'est inspirant de vous voir aller, puis vous avez l'air épanoui encore. Puis de trouver le moyen de se réinventer, de trouver le moyen de continuer à être passionné. Est-ce qu'on vous demande conseil souvent sur... Ouais. Avez-vous le bonheur facile? J'ai le bonheur facile, je dois dire. Mais j'ai un sens critique aussi qui est très développé. C'est-à-dire que
Si quelque chose ne fait pas mon affaire, si je suis en désaccord avec une idée ou un projet, tu sais, je veux dire, je vais l'exprimer, c'est clair. Mais je te dirais que oui, j'ai le bonheur facile. Je suis pas quelqu'un de compliqué sur le plan quotidien, là. Je suis assez... Non, ça va. J'aime ça. On est dans une période où les gens sont challengés Mhm. à plusieurs niveaux. Tu sais, on parle de capacité d'adaptation. Je pense que la plupart des gens relèvent bien le défi. Euh, mais c'est tough, des nouveaux concepts de société qui sont présentés, puis on doit s'adapter, puis le comprendre avant même des fois d'avoir eu une discussion à ce sujet-là. Il y a plein de raisons pour lesquelles les choses peuvent être un peu anxiogènes. Mhm. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux gens qui se cherchent un petit peu là, ces temps-ci? De prendre du recul. De prendre du recul dans la mesure du possible, évidemment, et de ne pas nécessairement répondre à tout extrêmement rapidement. Mhm. C'est de réfléchir. Tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'est-ce que c'était que woke, tu sais, à faire la différence entre ici, puis les yel et tout ça. Tu sais, on est dans une Y êtes-vous période... arrivé? Hein? Y êtes-vous arrivé? Tranquillement, Ouais. je t'avoue, tranquillement. Et puis, tu sais, on est dans une période où tout va tellement vite et les exigences sont tellement hautes et la performance est tellement importante qu'à un moment donné, le risque, c'est de se perdre dans tout ça. Et tu sais, tu parlais de maladie mentale tout à l'heure. Tu sais, il y a définitivement des gens qui sont affectés à un tel point qu'à un moment donné, ça leur empoisonne la vie. Ouais. Tu sais, je vois des gens qui réagissent fortement sur des affaires qui, pour moi, écoute, pas si Qui grave sont que ça, futiles. Là. comprends-tu? Et aussi, on est dans une ère de... Il y a beaucoup de censure, il y a des choses qu'on ne peut plus dire, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Tu sais, moi, écoute, j'ai vécu la liberté totale dans les années 60, Ouais. 70, 80. Et là, tout à coup, il faut s'adapter. On parlait d'adaptation tout à l'heure, il faut Ouais. s'adapter à ça aussi. J'ai eu une conversation avec Pénélope l'autre jour à propos du mot en haine, comprends-tu? Mhm. Moi, je trouve que, tu sais, c'est rendu assez difficile de trouver une place en société qui soit à la fois euh, évolutive, mais en même temps respectueuse. Ouais. Tu sais, qu'on Il y a des évolue. conversations qui doivent avoir lieu, puis avec annuler les gens ou imposer des concepts, on perd cette chance-là de dialoguer et éventuellement de comprendre. Je suis un peu au même endroit. Puis il y a un contexte, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte, mais je pense aussi qu'à travers les réseaux sociaux, à travers les Radio-Canada de ce monde qui maintenant, on peut les écouter évidemment à la télévision traditionnelle, on peut l'écouter sur les plateformes de streaming, etc., sur le web. On a accès à plein d'informations en même temps sans jamais vraiment plonger en profondeur. Puis moi, je me questionne aussi par rapport à plein de trucs, mais en même temps, ma vie va vite, j'ai plein d'affaires, j'ai pas le temps de m'arrêter, puis j'ai pas nécessairement envie de Comprends ça. m'arrêter. Tu sais, on parlait du mot woke, de Yale. Plein de choses que je comprends pas là-dedans, mais je pars avec un monde de bienveillance. Ouais. Et des fois, j'avoue que j'évite certaines conversations de peur de froisser, puis de me mettre au pied du mur, puis d'avoir l'air d'un si, puis d'être étiqueté alors que il y a de l'incompréhension là-dedans. Mais ça peut devenir évidemment anxiogène pour quelqu'un qui n'a pas votre expérience puis votre recul. Tu sais, ça prend quand même un. Je suis le premier à être actif sur les réseaux sociaux et je suis le premier aussi à réaliser, oh boy, là, je suis en train de tomber dans le rabbit hole. Là. Tu sais, Ça dérape, ouais. ça m'amène. Fait qu'il faut être capable de doser puis de prioriser. Parce qu'il y a des enjeux de société, il y en a 10 000 là, qu'on pourrait essayer de régler demain matin. Et c'est facile de déraper dans ces Ouais. trucs-là. Si la conversation est pas bien partie, si les gens qui autour commandent de part et d'autre, ça vient vite et ça Ouais. vient en même temps. Tu sais, je veux dire, je pense à Pénélope qui reçoit Ah, c'est terrible.
des commentaires absolument dégueulasses. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de raison d'être. C'est des gens que tu connais pas, puis ça peut être quelqu'un qui est assis dans son fauteuil, dans sa cave, en quelque part, en train de manger des biscuits au chocolat avec... T'as beau être forte comme elle l'est, d'une journée à l'autre, la somme, ça va t'affecter différemment. Voilà, exactement. Une journée, t'es en forme, puis c'est l'eau sur le dos d'un canard, puis une autre journée, ben, ça te rentre dedans, t'es plus fragile. Puis, tu sais, vous avez fait de la radio pendant longtemps, ça me fait penser, tu sais, j'ai animé un show du matin avec Mélanie Ménard, que je salue d'ailleurs, puis c'était un challenge, pas face à Mélanie, mais face à moi-même, parce que, tu sais, tu te lèves le matin, des journées, t'es fatigué, des journées, t'es plus fragile que d'autres, un commentaire, ça t'appartient, mais un commentaire va être interprété... Alors que le lendemain, le même commentaire va te faire rire. C'est difficile. Puis il faut peut-être un petit peu se sacrer patience aussi à ce niveau-là. Puis choisir ses chicanes. Cette chicane-là en vaut-tu la peine? J'aime ça. Choisir ses chicanes. Choisir ses chicanes. Puis savoir aussi, je m'obstine-tu avec quelqu'un qui a la capacité d'écouter mes points? Où cette personne-là est peu importe que ce soit naturel ou pas, n'a pas la capacité d'argumenter là-dessus. Fait que ça revient en fait à je mets mon énergie où? Je lâche-tu prise ou je vais dans ce combat-là? Bref. Moi, je pense que tu fais ce que tu as à faire. Tu sais, live and let live. Tu sais, je veux dire, j'ai entendu mon père dire ça toute sa vie, là, puis j'ai un peu adapté aussi là, à ma réalité. C'est un slogan dans les AA. Ça, vivre et laisser vivre. C'est important. Et je pense que la seule façon d'être heureux, c'est d'avoir cette capacité-là. De laisser aller, de lâcher prise, de se réfléchir, de méditer dans la mesure du possible si ça peut t'aider, et de trouver à l'intérieur de ça une façon de gérer ton quotidien pour demeurer cette personne et évoluer en même temps. Et de bien s'entourer. Tu sais, avec qui vous vous tenez? C'est ça, c'est-tu du monde qui sont nourrissants? C'est-tu des gens qui ont le rire facile? C'est-tu des gens pour qui la vie est lourde? Ça va déterminer la suite. C'est cliché, mais c'est vrai, mais on est la somme des gens qui nous entourent ou à qui on donne du temps. Ça, c'est intéressant. On peut vous suivre sur votre projet, la Culture 2.0. Y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent pour vous? Ça s'appelle le Culturel 2.0. C'est ça. Et puis, il y a un voyage, des vacances. Je m'en vais en vacances là, bientôt. Ah ouais, à quel endroit? Et je m'en vais en République dominicaine, un endroit qui est vraiment très chouette. C'est la deuxième fois qu'on y retourne, ma femme et moi. Et puis, on part 10 jours. Donc, on va faire le ménage, apporter quelques livres. Méditer au chaud et exactement. dans un endroit paradisiaque. Et en du yoga tous les jours. Wow. Monsieur McQuaid, merci infiniment pour votre visite. C'est vraiment le fun. J'apprécie. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Je vous encourage à écouter le Culturel 2.0 sur les plateformes de Winston McQuaid. Encore une fois, merci à Éducalcool de permettre ces belles discussions-là. Puis je vous souhaite une bonne semaine.